est créé exclusivement pour le film. Ouais. Et qui a priori fonctionne sur les fans de la série. Parce que je peux te dire que ouais, toute la salle était à peu près conquise. Voilà, j'ai trouvé le jeu des deux protagonistes un peu en deçà d'habitude quand même si avant c'était des performances assez légères, ils étaient un peu plus intéressants. Surtout quand on a vu cette année Kristen Stewart et Robert Pattinson dans d'autres films. Ouais. Bon, Kristen Stewart c'était en Blanche-Neige, donc ça, ouais. Mais quand même, Pattinson, Robert ouais. Pattinson a joué avec Cronenberg, même si j'ai pas spécialement apprécié le film. Ouais. J'avoue que la performance d'acteur était bonne, mais là c'était vraiment neutre, trop neutre. Donc voilà, je pense un film à conseiller aux fans de la série. Apparemment, il y en a, puisque en première semaine, il y a 2 500 000 entrées pour ce film. Oui, déjà. Voilà, à mon avis, il va bien cartonner au box-office. Et voilà, c'est la fin, de toute façon, c'est terminé, donc profitez-en. Voilà, il y aura d'autres choses. Ouais, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelque chose qui se préparait d'assez similaire. Ça s'appelle Sublime Créature, je crois. Voilà, au printemps 2013, on est reparti pour une nouvelle saga. Bon. Courage. Ouais. Deuxième Skyfall, quatrième semaine, 570 entrées pour un cumul à 5,7 millions. Bon. Ça y est, il suit sa route. Voilà. En quatrième semaine, 580 000, c'est assez énorme. Ouais, je pense que c'est pas mal. En plus, là, jusqu'à la fin de l'année, il risque d'y avoir encore des belles montées, notamment avec les vacances de décembre qui arrivent, qui sont dans un mois, mine de rien. Bah ouais. Voilà, donc je pense que le film, je vise bien les 7 millions peut-être. 7 millions en fin de sortie, ce qui fera quand même un très beau succès. Ah bah oui, tu m'étonnes. Puisque voilà, 7 millions, quand il y a un film à 7 millions d'entrées une année, ça fait beaucoup de bien au cinéma. Ça va faire surtout beaucoup de bien au cinéma britannique, puisque c'est une production britannique. Ouais. Et c'est tant mieux, parce qu'en général, c'est quand même source de qualité. Ouais. On enchaîne avec Argo, donc réalisé par Ben Affleck, avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Kyle Chandler et Zelko Ivanek. J'aime bien cet acteur. Donc tu l'as vu, on en avait dit du bien, on avait dit du bien de Ben Affleck, on n'était pas les seuls en tant que réalisateur, en tant que scénariste. Qu'en est-il sur cet Argo qui m'offrait de belles promesses? Eh ben écoute, ce qu'il en reste, c'est que les promesses étaient peut-être trop belles, je pense. Ouais. Puisque voilà, j'avoue ne pas avoir spécialement accroché. Ça reste un film de qualité. C'est un film d'espionnage. Voilà, je sais pas si on avait donné le pitch. C'est en gros l'histoire vraie de 6 otages d'une ambassade américaine en Iran qui vont s'échapper grâce à la production d'un faux film qui serait tourné en Iran. En fait, voilà, il y a des faux producteurs qui vont venir rejoindre ces 6 otages en Iran, les faire passer pour une équipe de tournage et ressortir de l'aéroport. Donc voilà, c'est un film d'exfiltration. Et c'est quand même assez intéressant, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun acteur qui sort du lot au final, comme c'est un film un peu trop de groupe. Puisque c'est quand même tout le groupe qui va devoir sortir. Il n'y a pas de personnage qui sort du lot, on a plus de mal à rentrer dans l'histoire du coup. C'est quand même assez bien réalisé. Voilà, mention spéciale comme toujours pour Bryan Cranston quand même, qui... Je suis conquis, je pense qu'il pourra jamais me tromper. C'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ta vie, Bryan Cranston au cas où Breaking Bad et Malcolm. Voilà, le papa dans... Et Drive. Ouais, en plus. Le papa dans Malcolm, le papa dans Breaking Bad et le tonton dans Drive. Exact. À peu près. Oui, on a compris. Donc on enchaîne sur un Argo qui était un bon film mais relativement décevant. Voilà, je pense qu'il c'est pas un grand film quoi. Non, voilà, et je pense que le fait que ça soit pas un grand film va un peu ruiner le bouche à oreille et il va vite disparaître malheureusement quand même du box-office. Donc on enchaîne avec en quatrième position Le Capital, un thriller français de Costas Gavras.
avec Gabriel Byrne, Gad Elmaleh qui a un rôle un petit peu à contrepoint. On ne l'a pas vu celui-là, il me semble. Du tout. Donc on vous en fera peut-être une. On en a vu pas mal, hein. On se rattrape. Mais pas celui-là. Voilà, donc ça c'est l'irrésistible ascension d'un valet de banque en fait dans le monde féroce du capital. Donc voilà, le petit pauvre qui va accéder aux richesses. J'espère que le scénario n'est pas aussi clair qu'il l'est là comme ça dans ce que je lis le synopsis. Après ça peut être intéressant, j'essaie de pas avoir trop de préjugés par rapport à Gad Elmaleh et on verra. Je pense que ce mec là, qu'on soit fan ou pas, peut être assez intelligent pour faire la part des choses. Ouais, c'est ça. Je pense, mine de rien, c'est un très bon comédien, même si toi et moi on a quelques doutes sur le fait que ça soit un très bon humoriste. Je pense que c'est quand même un bon comédien. Donc on peut essayer de lui faire confiance. Voilà, en tout cas en première semaine c'est 200 000 entrées et c'est intéressant. 5ème Star 80 qui sa 4ème semaine commence à s'essouffler mais a fait un très beau score de 180 000 entrées, 1 500 000 en cumul. J'avoue que je suis assez surpris de le voir là parce que mine de rien ça s'annonçait casse-gueule. J'ai commencé à voir en plus qu'il disparaissait de certains cinémas, notamment les cinémas de banlieue. Voilà, il y a encore quelques séances à Paris. Peut-être qu'aussi, on le répète assez souvent dans cette émission, mais peut-être qu'il vient seulement de débarquer en province, puisqu'il faut quand même le rappeler, en province, il n'y a pas les gros complexes comme il y a en région parisienne, et, ou même dans toutes les autres agglomérations d'ailleurs. Dans les petites provinces, c'est que des petites salles, et ils peuvent mettre à peu près qu'un film par semaine, un ou deux films par semaine. Et donc, peut-être qu'il vient seulement d'arriver en province et que le public provincial est ouvert aux chansons des années 80. On enchaîne 6ème, un plan parfait, 145 000 entrées à un cumul 1 million. Alors celui-là je sais pas ce qu'il fout là, parce que ça m'a l'air d'être un film romantique à 2 balles, ultra bateau. Alors à part pour voir les jambes de Diane Kruger, moi je ne comprends pas. Mine de rien, je pense que les gens n'y vont pas seulement pour les jambes de Diane Kruger, je pense qu'ils y vont aussi pour les oreilles de Danny Boone. Et parce que mine de rien, il y a l'effet Danny Boone, ouais, bien sûr, puisqu'on on le rappelle, c'est le réalisateur du plus grand succès du cinéma français, avec Bienvenue chez les Ch'tis qui avait fait 20 millions d'entrées. Donc il a quand même réussi à conquérir un 20e de ce public de l'époque. Je l'attendais pas là quand même, en 3ème semaine 1 million, mine de rien c'est une belle réussite. On n'a pas vu le film, on se passera de jugement, même si on en a un plus ou moins enfoui en nous. Après je pense que c'est un film léger qui plaira à des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui veulent passer du bon temps aussi, sans trop. Ma foi, c'est compréhensible aussi. 7ème Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, qu'on avait descendu, en tout cas que j'avais descendu. 140 000 entrées, un cumul à 3 700 000, c'est relativement honteux pour ce que c'est, et je pense qu'il doit bien avoir les 3/4 des gens qui se sont emmerdés à mourir. Tous les retours que j'ai eu progressivement m'ont dit que c'était pas bon. C'est dommage que ça ait un tel succès, parce que du coup ça pousse à faire des films mauvais, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va pas les arrêter. Maintenant je comprends que le phénomène Astérix et Obélix ait apporté un peu de monde. Bien sûr, notamment des vacances scolaires. Mais voilà, il est temps quand même qu'il se casse la gueule parce qu'il le mérite pas, quoi, mine de rien. C'était vraiment une déception, quoi. 8ème New York que tu avais particulièrement aimé, 2ème semaine, 140 000 entrées, 500 000 en cumul. Même si c'est un film qui n'a pas été très très distribué, c'est quand même un relatif échec. C'est un échec, d'autant plus que c'était... c'est le film donc qui suivait Tout ce qui brille, et Tout ce qui brille avait été un véritable succès. Là je pense qu'il souffre aussi d'une méchante, je dirais, une méchante critique médiatique qui a pas vraiment accroché. Moi voilà, j'avais bien aimé, je trouvais ça un film de potes, j'entrais bien dans l'atmosphère qui était pourtant assez similaire à Tout ce qui brille. C'est peut-être le fait que ça soit peut-être un peu trop similaire à Tout ce qui brille qui a aussi rebuté. Voilà, qui a fait un peu la mauvaise pub du film. Maintenant voilà, si vous avez l'occasion, je vous le conseille quand même. Mais voilà, je pense que ça va être une petite déception pour l'équipe, surtout qu'ils avaient à mon avis mis plus de budget que pour Tout ce qui brille dans celui-là.
9ème Looper, encore un film que tu as vu, encore un film qui était pas terrible. 100 000 entrées, 750 000 en cumul. Donc un film un peu raté, rapidement. Une mauvaise pub quoi. C'est-à-dire que ça vendait beaucoup de rêves. Et une grosse déception, je suis d'autant plus déçu que je vois partout, à gauche, à droite, des retours très très positifs. Alors je me demande si on a vu le même film. Ouais. Voilà, bien sûr, la vie est personnelle. Mais voilà, c'était quand même une déception et voilà, c'est pas de la science-fiction comme on aime, quoi, malheureusement. Malheureusement. 10ème Sinister, 2ème semaine. 90 000 entrées, 300 000 en cumul, bon là c'est raté, et bon il y a eu que 160 copies, on sait qu'il y a eu un certain boycott de certains distributeurs. Pour l'avoir vu, c'est un film qui est très intéressant, qui est surtout porté par la performance d'Ethan Hawke, très bon en écrivain tourmenté, et donc simplement c'est un film d'horreur dont la synopsis est très simple. Donc c'est une famille qui arrive dans une maison et le papa trouve une collection de vidéos dans le grenier, qui est une collection de vidéos de meurtres en série de différentes familles aux États-Unis, et il va commencer à avoir des hallucinations. Et c'est un film d'horreur, une horreur d'anticipation, une horreur donc tu sais, de long travelling, de silence justement, et pour le coup ça l'exploite très très bien. Les musiques et les vidéos notamment qui sont tournées je pense en Super 8, les vidéos de meurtre sont très très flippantes et sont très dérangeantes. Vraiment, la salle était complètement remplie. Donc ça donne 550 places si tu veux, et c'était un peu la merde au début parce que tu sais il y a beaucoup de monde, les gens parlent, voilà, il y a tout type de public, et bah ça fermait sa gueule pendant le film, hein. Ça mouftait pas, et c'est un film qui reste. Et en fait les films d'horreur, moi généralement je les juge par leur capacité à être montrés dans une soirée entre potes, et dire voilà s'ils sont vraiment bien ou pas. Pour moi le film d'horreur, sauf s'il dépasse ce cadre là, il devient absolument terrible, comme l'a pu être La Cabane dans les bois. Mais tu vois, c'est un genre de film qui passe, genre je me vois très bien dans une soirée, tu sais, on se finit un film, il est 3h du mat, bon allez, on se fait un film machin, ah bah tiens moi j'ai Sinister, et bah je pense que c'est le film clairement qui passe très très bien. Ça fait bien flipper, c'est très très noir, et c'est donc l'horreur d'anticipation et un scénario qui porte un petit peu vers du surnaturel, n'est pas amputé d'une rigueur technique, et c'est important. C'est important. Donc on a de très beaux jeux de lumière, très beaux jeux d'extérieur. On a le scénario influence la réalisation, dans le sens où on est de plus en plus étriqué. C'est-à-dire qu'on commence dans le jardin de la maison, des plans d'ensemble. On passe sur des plans de l'intérieur de la maison, de grandes pièces, puis de plus petites pièces, jusqu'à rester collé un petit peu. T'as l'impression que les couloirs rétrécissent. Donc c'est vraiment le film fait son effet, et pour un film d'horreur c'est ce qu'on lui demande. D'habitude on s'arrête aux 10 premiers. Ouais. Mais là on va continuer un petit peu, parce qu'on a vu des choses et on a envie de vous les faire partager. Exactement. 11ème End of Watch, première semaine à 60 000 entrées, 67 000 entrées. Alors un bon cassage de gueule, et c'est pas grave, pour le coup il a qu'à s'en prendre à lui-même. Pourquoi ? J'avais vu une bande-annonce de End of Watch, justement en allant voir Sinister, je suis allé le voir. Donc c'est un film type caméra numérique à la main, si tu veux, avec conscience des acteurs qui se filment eux-mêmes. Et alors c'est très très mauvais, dans le sens où c'est très très idiot et idiot méchant. C'est-à-dire qu'en gros c'est des flics de Los Angeles c'est le quotidien de flics de Los Angeles dans la pire partie de la ville. Et donc en gros t'as les blancs, les gentils, les noirs c'est ceux qui fument du crack et qui abandonnent leurs enfants, et les latinos ceux qui dealent de la drogue et qui flinguent tout le monde. Et c'est vraiment ça, c'est très stéréotypé. Y a pas d'effort de réalisation, puisque le prétexte est que c'est de la caméra numérique, donc pas grave. Alors il y a certains plans qui peuvent être un peu intéressants, vu que en gros t'as le mec qui tient sa caméra numérique, et donc il avance, et après on le voit qui tient sa caméra numérique comme si c'était un film, tu vois, voilà. D'accord. Bon, il y a très très peu de raisons d'être enthousiaste sur ce film. Les dialogues sont d'une
d'une banalité affligeante, voire sont très très mauvais, sont sexistes, machistes. Je veux dire, on a dû ouais, mais femmes ça doit rester à la maison, prout, viens on trinque la bière. Et c'est vraiment très très mauvais, et c'est un film qui rend idiot vraiment. Et je le déconseille à quiconque a un cerveau, mais c'est vraiment un très très mauvais film. Si jamais vous vous disiez il y a peut-être un truc caché, il y a un moment où j'ai cru que ça allait, en fait j'ai cru que à la moitié du film ça allait basculer dans le surnaturel. Il y a un truc un peu bizarre qui se passe, pas du tout. Même pas. C'est pas expliqué. Il y a un truc qui se passe. Alors je me suis dit, ça se trouve, tu vois, c'est une fausse piste. On essaye de nous installer dans une espèce de cauchemar beauf pour nous. Et là, ça aurait été excellent. Je te cache pas qu'il y a eu 5 minutes où je me suis dit, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils sont en train de jouer avec nous. Et en fait non, pas du tout. Et c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, ou je sais pas. Ou alors c'est que le scénario est vraiment mal fait. Ils avaient laissé une page à la maison. Voilà. Ou alors c'est leur conception que tous les noirs se ressemblent. Je sais pas, mais c'est un film raciste. Vraiment, c'est un film raciste. Je le déconseille. C'est affreux. Il est affreux. On passe Clochette et le secret des fées et on arrive en 13ème position à la première semaine de la chasse, un film difficilement trouvable qui fait 60 000 entrées, mais cette fois qui ne les mérite pas, je pense. Ouais, la chasse, c'est ça, c'est voilà, si vous avez suivi un peu l'actu du cinéma ces dernières semaines et ces derniers mois plutôt, c'est le film qui a vu récompenser Mads Mikkelsen du prix d'interprétation à Cannes en 2012 donc. Donc voilà, je vous avoue que depuis Holly Motors, je me demandais pourquoi le prix n'avait pas été décerné à Denis Lavant. Et ben je sais pourquoi maintenant, parce que mine de rien, voilà, la chasse. Alors pour faire un peu le pitch, c'est l'histoire d'une communauté danoise dans un petit village, voilà, où tout le monde vit assez soudé, tout le monde se connaît. Et un jour, un homme qui a déjà plus grand chose pour lui, qui a bien raté la première moitié de sa vie, se voit accusé de pédophilie, visiblement à tort, et toute la communauté se retourne contre lui. Et donc voilà, on se retrouve nous face à ce personnage qui doit échapper à la mort, clairement, puisque la communauté veut sa mort. Voilà, le pédophile, c'est le plus détestable en société, je pense. Et c'est vrai c'est assez particulier parce que mine de rien, on comprend pourquoi il est détesté, et on sait que la communauté se trompe, puisque visiblement ça a l'air d'être un mec bien. C'est jamais vraiment dévoilé dans le film. Il y a toujours une petite ambiguïté, même si tout porte à croire que vraiment il y a pas à s'y méprendre. Donc voilà, comme tu le dis, je pense que c'est un film qui mérite pas ses 60 000 entrées, il en mériterait plus. Le problème, c'est que c'est un film danois, forcément c'est très dur à faire entrer dans les mœurs. Voilà, il y a d'autres pays que la France et les États-Unis qui font du cinéma. C'est vrai que le Danemark a quand même la trilogie Pusher à son actif. Voilà, par exemple, donc c'est pas rien. Mads Mikkelsen est aussi dans un autre film cette semaine, Royal Affair, qu'on retrouvera peut-être au box-office la semaine prochaine, j'espère. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est quand même un très bon film qui, je pense, aurait aussi mérité la Palme d'Or, quoi. Bien sûr. Il était en compétition et au même titre que je pense Amour ou même Moonrise Kingdom. Pour moi, c'est ces trois-là que je pense qui ont dû faire batailler le jury. Donc voilà, un très bon film. Si vous avez l'occasion, allez-y. Et je me permets d'en rajouter un peu sur ce box-office pour parler de Rangen, qui est un film qui est sorti cette semaine aussi. Un film où on trouve que 63 copies, donc encore moins que les autres. C'est un film qui a été réalisé, monté, produit par un seul homme en 9 ans de sa vie et 2 ans de montage. Voilà, c'est un film de banlieue fait avec les moyens du bord. Et voilà, faut le saluer, le fait qu'il ait réussi à sortir en salle et qu'il fasse quand même 45 000 entrées. Je pense que son réalisateur n'en attendait pas autant. Le réalisateur c'est Rachid Jaidani, et voilà, c'est une belle surprise, et c'est bien que des projets comme ça arrivent à terme, parce qu'on décourageait un peu de voir voilà, des nouveaux réalisateurs émerger par des voies autres que celles du piston. Voilà.
Exactement. On a fait le tour de ce box-office et on va enchaîner sur les sorties de la semaine. Maintenant, c'est quoi dans Cinebdo ? Eh ben, c'est les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, et on va commencer tout de suite avec le film que tu as vu, mon cher Maxime, à savoir Thérèse, au nom de famille qui est pas évident à prononcer. Je vais t'aider, c'est Desquerou, puisque j'ai vu le film. Desquerou, il le prononce comme ça dans le film, donc c'est Thérèse Desquerou. Ouais, j'ai pas eu le temps de le voir celui-là. Voilà le dernier film de Claude Miller, et ça restera son dernier, puisque s'il faut le rappeler, Claude Miller est décédé cet été, il me semble. Voilà. Donc voilà, c'est un film avec Audrey Tautou, Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, donc un casting quand même assez prometteur. Et c'est l'adaptation d'un roman éponyme, puisque je sais sortir des mots savants. Donc voilà, je savais pas trop quoi en penser de ce film, et je sais toujours pas trop quoi en penser, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est un film d'époque, je dirais, ça se passe aux années 1920. Donc voilà, toute l'ambiance tient quand même là-dessus, sur le fait que ça soit des costumes un peu différents, que voilà, c'est une femme... En fait, ça se rapproche quand même, mine de rien, assez de Amélie Poulain, et c'est dur de détacher Audrey Tautou d'ailleurs de son rôle d'Amélie Poulain. Puisque c'est une femme qui vit seule, qui vit plutôt mariée à un homme avec lequel elle est mariée pour une raison d'argent, quoi, seulement. Ouais. Et c'est pas ça qu'elle voulait. Et donc voilà, le film tend entre des moments de tristesse assez intense, parce que voilà, on lui souhaite pas d'avoir une vie comme ça. Et aussi de noirceur, puisque c'est un peu la phase intéressante du film, je trouve. C'est que Thérèse Desquerou est bouffée par des idées noires qu'elle n'arrive pas à franchir. Et seulement un jour, elle franchit le pas, et elle est à 2 doigts de tuer son mari. Ouais. Et voilà, le film est basé comme ça sur des moments de noirceur qui rehaussent un peu le scénario. Et ça rend l'histoire assez intéressante et assez prenante malgré tout. Ouais. Voilà, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle, mais c'est quand même un bon petit film. Mention spéciale pour Gilles Lelouch, que j'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais vu quelques images de lui dans son personnage, je le trouvais un peu ridicule. Ouais. Et mine de rien, il nous sort un bon personnage assez travaillé, assez complexe. Bon. Donc voilà, je pense malgré tout que le livre est plus intéressant que le film. D'accord. C'est le syndrome. Petite question, moi qui n'ai pas vu le film, est-ce que ce serait pas un film à déconseiller à ceux qui sont un peu dépressifs, dans le sens où tu m'as décrit un film assez noir, donc... Dépressif, non, parce qu'il y a quand même des moments de pseudo-bonheur. En fait, c'est pas un film qui s'abat sur son sort. Ouais. Même si voilà, y a pas la joie transperce pas l'écran. C'est pas un film qui s'abat sur son sort, mine de rien. On sait qu'elle y arrive pas, qu'elle vit pas la vie qu'elle veut. Ouais. Et on a plus envie de lui dire mais bouge-toi ma vieille, si c'est pas ça que tu veux, fais-le, plutôt que de se dire la pauvre. Ouais. Donc voilà, c'est pas à déconseiller. Je pense qu'il y a pas de public visé en particulier, et je pense aussi que c'est ça qui causera sa perte dans le box-office, parce que il est mine de rien très peu merde, j'ai oublié le mot. Très peu valorisé, Ouais, valorisé, encensé par la presse. Ouais, enfin, voilà. Pas encensé, d'accord, mais mis en avant en tout cas par, d'accord, la presse. C'est vrai que ça manque. De ma part, j'ai vu, de ce qui est sorti cette semaine, Une Nouvelle Chance, un film de Robert Lawrence qui a été produit, donc l'acteur principal est Clint Eastwood, avec Amy Adams, dont je ne rappellerai jamais assez combien cette femme est jolie, Justin Timberlake, dont je ne rappellerai jamais assez quel point ce mec a un talent caché, John Goodman, quel point je rappellerai jamais qu'il faut qu'il fasse attention, il va plus pouvoir passer les portes, et Matthew Lillard avec un acteur que je ne rappellerai jamais.
il a toujours une tête d'enculé. Ce mec-là, il joue toujours les enculés, c'est comme ça. Bref, donc c'est un film sur le baseball dans la lignée un petit peu. Je pense qu'il le voulait un petit peu du c'est un genre de le stratège meets Gran Torino égale fail. Parce que là je te donne des grands noms, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a le côté baseball underground de le stratège, donc le recrutement, le fait que Clint Eastwood aille voir les films, etc. Et on a le côté vieux con de Gran Torino, sauf que cette fois le vieux con il est un peu pathétique et ça le fait moins. Clint Eastwood offre une prestation tout à fait honorable et même très très bonne. Enfin, je veux dire, c'est quand même Clint Eastwood et puis il a un jeu qui est vraiment impressionnant pour le coup. Il sait faire la colère et la douleur comme peu de gens savent la faire. Vraiment, c'est assez flippant. Il y a des fois où il a des accès de colère et c'est vrai que c'est assez flippant. Moi, je me faisais un dessus un peu. C'est-à-dire que si tu te retournes un peu dans ton siège, c'est quand même assez impressionnant. Amy Adams qui nous sort une prestation de qualité encore une fois. Et puis Justin Timberlake donc en rôle de, c'est un peu le jeune Clint Eastwood, c'est le jeune recruteur qui vient d'arriver et qui va s'amouracher un petit peu d'Amy Adams. Le film en soi, tu ressors de là, tu dis bon, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été mauvais, mais finalement il y a trop de points négatifs, à savoir un scénario qui est vraiment scripté. Je suis pas pour dire que un scénario tu vois est mauvais dans le sens quand tu te dis ah ouais mais c'est prévisible, parce qu'avec un peu de jugeote tout le monde peut prévoir un scénario, à part scénario tordu fait exprès, voilà. Mais là pour le coup c'est des situations qui sont gênantes. Moi des fois j'ai un peu de gêne pour le scénariste parce que si tu veux, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer entre le jeune Timberlake et la fille de Clint Eastwood? Ils vont se mettre ensemble, puis ils vont se séparer parce que papa est un connard. Puis tu vois, bon, ça suit. En plus, ça parle de baseball de manière un petit peu éloignée pour nous néophytes. Là où le stratège avait réussi à nous emmener, tu vois, progressivement dans cet univers-là, et à nous donner envie. C'est la question que je me posais, justement, là, le fait que ça soit c'est-à-dire que baseball, souvent, tu vois, ils disent ah ouais mais attends, il fait des breaking balls comme Chris Evans et John Waters dans les Final Championship de 75. Et ça, donc, ça parlera peut-être aux pros du baseball, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Je doute que c'est un film qui plaira aux fans de baseball, vraiment qui plaira aux fans de baseball, dans le sens, mais il atténuera un petit peu les côtés négatifs du film. Et notamment, ce qui se passe, c'est que les personnages sont assez superficiels. Donc comme j'ai dit, le scénario est un peu prévisible. Et surtout, la fin est une happy end, mais assez impressionnante. Je savais plus qu'on pouvait en faire des comme ça. C'est du style... finalement, le scénario principal, tout se finit bien. Ils reçoivent un appel. Allô ? Ça allait mal, ça se finit bien aussi. Et ils sortent du bâtiment. mais les deux qui s'engueulaient là, mais en fait ils sont ensemble maintenant. Tu vois, et alors ça donne une impression de ridicule. Et je pense que ça a pâti d'un film qui n'est pas mauvais, mais qui ne laisse absolument aucun bon espoir. Et je doute de vouloir le re-regarder encore, parce que c'est un film qui est suffisant, je trouve. Qui se contente de peu, et ça marche plus aujourd'hui, on peut plus faire des films comme ça. J'ai une petite question pour finir, du coup, ça rejoint peut-être un peu ce que tu as dit, c'est que là j'ai vu que donc à la réalisation c'est Robert Lawrence. On sait que ça a été le producteur depuis assez longtemps, depuis presque une dizaine d'années, de Clint Eastwood. Donc ça sent, faut le dire, ça sent un peu le copinage que Clint Eastwood ait joué là-dedans, puisque c'était son producteur. Est-ce que tu penses qu'ils n'auraient pas eu intérêt à garder la formule habituelle, c'est-à-dire la formule qui marche presque, avec Robert Lawrence en producteur et Clint Eastwood à la réalisation? Sûrement. Est-ce que tu penses que ça aurait changé? Sûrement, parce que la réalisation rend un scénario pas très avancé encore plus naïf. C'est-à-dire que la réalisation est très naïve. C'est-à-dire que c'est des plans d'école qui sont pas forcément très recherchés. Un film de producteur, quoi. Voilà. Le but c'est de faire sortir de la bienséance, quoi. C'est ça. Le but c'est de sortir un scénario qui est comment dire. Ça sort pas, justement, la réalisation sort pas des lignes du scénario. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc à partir de ce moment-là,
C'est comme si t'avais le bouquin du scénario et que t'avais un travelling dessus, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, tu me fais tourner les pages, et c'est très bien, mais là, il n'y a rien qui surprend. Donc c'est ça, moi, je veux dire, ces 2 dernières années, on a eu avant une très belle décennie, je trouve, de films, tu vois, marqués par l'empreinte d'un auteur. Là, c'est plus forcément, je pense qu'on a l'émergence de films marqués par l'empreinte de scénaristes, marqués par l'empreinte de créativité, de justement de ce décalage un peu entre scénario original, dialogue et réalisation dans un espèce de tout. Et là je retrouve mal ça, et je retrouve un film, je sais pas, comme voilà, comme beaucoup trop d'autres. Voilà, comme beaucoup trop d'autres, comme une comédie un peu dramatique, sans trop de saveur, et ça m'attriste un peu. Écoute, je te propose, vu que j'ai envie d'en faire la promotion, de se réécouter un peu l'entretien que j'ai fait avec Anne-Sophie pour le ciné-débat. Voilà. Donc, j'ai avec moi ici Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Donc, présente-toi un petit peu. Dis voilà, d'où tu viens, etc. Je suis étudiante en licence pro management des organisations économie sociale et solidaire. Donc c'est le cinéma, t'as pris un petit peu la passion, et tu t'es dit je vais faire un ciné-débat, donc avec pas toi toute seule évidemment. Donc ça se passera le 30 novembre, dis-moi-en un peu plus. Donc dans le cadre du mois de l'économie sociale, nous présentons un ciné-débat vendredi 30 novembre à partir de 16h30 à l'auditorium dans le bâtiment Copernic. Ce ciné-débat portera sur le thème de la démocratie, travail et image. D'accord. Et nous passerons des vidéos de la promo MIE SS 2011-2012, cycle de vie source d'emploi. Il y aura une vidéo aussi qui porte sur la création d'une SCOP et sur l'action syndicale. D'accord. Donc ça se passe le 30 novembre, et donc tu rappelles l'allocation pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, je t'en prie. Ça se passe à l'auditorium du bâtiment Copernic. Voilà. Donc, c'est la question de la semaine. Le concours de la semaine, en partenariat avec le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand, www.cinéma-lebijou.fr. La question de la semaine qui vous permet chaque semaine de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand, en face de la mairie. C'est un très très beau cinéma qui passe des films actuels, qui passe des films anciens. C'est vraiment vraiment très très sympa, et on vous offre 2 places chaque semaine. C'est cadeau, c'est d'ailleurs, pour nous. Petit message vite fait, il y a Citizen Kane dimanche matin au ciné-club du Bijou à 11h. Voilà. Donc filez si vous connaissez pas le film, c'est génial. Voilà. C'est quand même, c'est Orson quoi. À toi pour la question. Voilà, donc la question pour aller voir ce magnifique film, pour aller le voir dès après-demain, c'est quel film sur le baseball avec Brad Pitt et Jonah Hill est sorti en 2011 ? Si vous êtes un minimum attentif à l'émission, ces 5 dernières minutes, vous avez la réponse. Il y a au moins 3 fois la réponse dans notre dernière critique. Voilà, c'était stratégique. Ma foi, je te propose de finir cette émission. C'était encore sympa. On a vu pas mal de films cette semaine, et ça sera pareil la semaine prochaine. On rappelle Cinébdo tous les vendredis à 18h30. Et la semaine prochaine avec un nouvel intervenant. Voilà, avec un nouvel intervenant. Pour se battre à 3. C'est bon, moi j'adore. On rappelle les Rec Awards le 24 novembre au bâtiment Bois de l'Étang, la finale à 20h. Il y aura tous les finalistes, il y aura tout le monde, il y aura la radio, on sera beaucoup, on sera nombreux, les consommations sont pas chères, vous êtes donc invités à venir, ça nous fera plaisir, voilà, ça nous fera simplement plaisir. Pour finir, je te propose un petit sample que j'ai bien aimé cette semaine, c'est un mec qui est pas trop connu mais il a du talent. Allez, salut.